Donc une nouvelle conférence sur de nouveau sur la maintenance 4.0, mais cette fois sous le spectre d'une technologie bien particulière, innovante également, pour les machines tournantes, une sorte d'alternative. Donc c'est l'ultrasonore, hein, la surveillance ultrasonore, une sorte d'alternative à l'analyse vibratoire qui parfois, et qui est une bonne technologie, mais qui parfois est lourde à mettre en œuvre. Là, Daniel Mazière de la société UE System va vous présenter cette méthode qui s'inscrit aussi dans l'industrie 4.0 dans la mesure où on a une maintenance automatisée et donc va nous en dire plus sur voilà, une technologie de surveillance pour les machines tournantes à la fois simple et rapide à mettre en œuvre. Voilà, je te laisse la parole. Merci, merci Olivier. Merci donc au magazine donc, Production Maintenance, grâce à qui donc, on fait cette présentation. Merci pour votre présence, pour votre attention. Donc, le sujet que je vais vous présenter est indiqué donc, sur ce slide par son titre, la maintenance 4.0 et la surveillance ultrasonore de machines tournantes. Je m'appelle Daniel Mazière, je suis responsable pour la société Système du marché français, francophone même, dans les pays où on parle français. Le plan de la présentation qu'on va voir ensemble, il est là. Je vais vous dire 2 mots de notre société, qui nous sommes, ce que nous faisons. On va faire un petit rappel sur la maintenance 4.0. On entend tous parler de industrie 4.0, de maintenance 4.0, de maintenance conditionnelle, de maintenance prédictive, de beaucoup de types de maintenance. Donc là, j'ai décidé de planter le décor un petit peu, de fixer les idées. Ensuite, je vais décliner ça sur la partie surveillance de machines tournantes, donc grâce à la technologie des ultrasons, puisque c'est ça notre métier. Et je vais vous donner 2 exemples de mise en œuvre. Un exemple manuel de maintenance conditionnelle et un exemple totalement automatisé de maintenance prévisionnelle, pour employer la terminologie de la norme. OK. Donc, 2 mots de notre société. C'est une société américaine qui a été créée en 1973 à côté de New York, aux États-Unis, qui a une antenne, un siège aux Pays-Bas pour l'Europe. Et on ne fabrique, on ne design et on ne vend que des systèmes basés sur la technologie des ultrasons. Donc, notamment pour une des applications machine tournante et maintenance 4.0. Chacune de ces solutions s'accompagne de 3, ça c'est important, c'est peut-être un peu, je veux pas être trop commercial dans cette présentation, mais chacune de ces solutions s'accompagne de ces 3 piliers: matériel, formation sur site et accompagnement. On part du fait que personne ne sait rien des ultrasons. On part du fait que le client connaît son installation, connaît ses problématiques, mais dans notre domaine, on part volontairement de zéro. Donc, pour refaire un petit point sur les applications, donc d'abord, pardon, avant de parler d'applications, sur les différents types de maintenance. J'ai repris ce schéma sur Internet, tout simplement, j'ai rien inventé. Mon pointeur ne fonctionne pas, donc je vais vous montrer avec mon doigt. Voici où on se situe donc dans les applications de maintenance qu'on va mettre en œuvre. C'est-à-dire qu'on on ne veut pas, avec cette technologie, faire de la maintenance corrective, de la maintenance curative, et même pas ou très peu de maintenance préventive. Le nerf de notre guerre, ça va être de prendre une mesure ultrasonore, et en fonction de cette mesure, donc soit manuel, on parlera de maintenance conditionnelle, soit carrément complètement automatique, on parlera de maintenance prévisionnelle, et sur la base de cette mesure, on va ou pas mettre une action en place de maintenance. Les applications mises en œuvre avec la technologie sont là. Celles auxquelles on va s'intéresser sont surlignées en jaune, donc pour la partie machine tournante, le contrôle, le suivi, la surveillance de tout ce qui tourne et qui par rotation met en contact 2 pièces métalliques. Donc bien sûr, roulement à billes, roulement à galets, palier, réducteur, engrenage, voilà. Et donc de façon fixe ou mobile. Les autres applications qu'on met en œuvre sont décrites également, hein, avec le même type de système. On peut faire de la recherche de fuite externe, de la recherche de fuite interne et de l'inspection d'installations électriques, ce qui est un petit peu surprenant même pour les électriciens, parce que faire le lien entre un défaut électrique et le signal ultrasonore que l'on détecte, c'est là la quintessence, si je peux dire, et la subtilité de la techno. C'est, on nous dit souvent, qu'est-ce qui, dans les systèmes électriques, génère un signal ultrasonore qui vous permet de dire si oui ou non vous avez un défaut, et si défaut il y a, quel est-il? Ça, c'est vraiment intéressant. Ce n'est pas de ça qu'on va s'occuper aujourd'hui, c'est uniquement de ce qui tourne. Donc, le futur de la maintenance 4.0, pourquoi on a la prétention, façon de parler, pourquoi on s'engage à dire qu'on peut parler de futur de maintenance 4.0 avec la technologie des ultrasons?
La raison se trouve dans cette courbe que les Anglais ou les Américains appellent PF curve, point to failure curve, c'est-à-dire quel est le point à partir duquel je vais avoir une défaillance. La chance qu'on a avec la techno des ultrasons, c'est qu'il faut peu d'énergie pour générer un signal et qu'on n'a pas besoin d'avoir un système déjà défaillant pour avoir une grandeur physique à mesurer. Si on se paye, entre guillemets, ce luxe-là, et si on arrive à détecter quelque chose qui est sur un palier en roulement, par exemple, qui est déjà neuf, si déjà neuf, il nous génère un signal, on va avoir tout le loisir de le voir évoluer, et donc d'en avoir une dérive très tôt pour anticiper au maximum ce point de défaillance-là. Ça, c'est le nerf de la guerre technique, technologique, si vous voulez, de toutes nos mesures. Et si on arrive à faire ça, on peut même faire, donc bien sûr, de la prédiction, comme le disent les Anglais, et même de la maintenance prévisionnelle, puisque à partir de ces dérives, on va observer des changements de mode, surtout dans le système automatique, qui va nous dire attention, là, il est en train, on n'est pas encore défaillant, mais il y a quelque chose qui est en train de se passer, un petit peu comme le disait mon collègue précédemment, qui fait qu'on est en train de changer de mode et peut-être il faut intervenir maintenant, être proactif, et notamment je pense au graissage pour la partie machine tournante, pour éviter le reste. Voilà le nerf de la guerre. Simon, ok, pardon. Alors, comment ça fonctionne? Dès lors, toute friction donc, entre deux éléments mécaniques en contact génère un signal ultrasonore. Plus le niveau ultrasonore que l'on va détecter va être directement proportionnel au niveau de friction de notre machine tournante. Plus un élément tournant est défaillant, est abîmé comme on peut voir sur le roulement de gauche, plus son niveau de friction va être élevé, et plus le niveau ultrasonore que l'on va détecter va être également élevé. Ça, c'est la façon dont on va détecter. Ceci, on peut le faire soit de façon mobile, comme vous le voyez sur les photos là, avec ce type d'appareil, avec deux types de capteurs, comme notre tournevis de l'époque, un capteur qui se met là-dessus, ou un capteur aimanté. Je ne sais pas si vous m'entendez. Vous m'entendez? Super. Ou un capteur aimanté qui permet de faire des rondes d'inspection, comme on peut le faire en analyse vibratoire. Pour les points inaccessibles, on a ce type de capteur qui peut se fixer sur les paliers et venir se plugger sur l'entrée de l'appareil pour faire la même mesure. Quand on a fait ça, avec cette solution hard vient une solution soft qui permet, comme en analyse vibratoire, là on n'a rien inventé si je peux dire, de créer des rondes d'inspection pour mettre en place, notamment sur les points critiques, des suivis de ce type-là. Alors, je dis on n'a rien inventé, par contre, il y a une différence fondamentale par rapport à l'analyse vibratoire, c'est qu'on n'a pas besoin de savoir, ni d'avoir la capacité personnelle, ni d'avoir la capacité informatique d'analyser un spectre pour dire si je suis dans une zone, on va dire, de fonctionnement normal, une zone de préalarme ou une zone d'alarme. En ordonnée ici, je vais avoir l'intensité ultrasonore mesurée en décibels, exactement comme je mesurerai un son en décibels, qui, elle, va être, comme on vient de le voir, directement proportionnelle à ce niveau de friction. C'est ça mon donneur d'ordre. Je ne vais pas m'embarquer dans de grandes analyses spectrales, dans de grandes analyses FFT ou je ne sais quoi de signal vibratoire ultrasonore, tant que je ne suis pas là. Et ça, pour faire ça, j'ai un scalaire à mesurer, dont je vais vous montrer une petite vidéo tout à l'heure, qui est la valeur en dB mesurée sur le palier en question. Ça, c'est vraiment le nerf de la guerre, qu'on le fasse de façon manuelle, comme on vient de le voir là, ou de façon automatique par rapport au système que je vais vous présenter. Ça, c'est vraiment le nerf de la techno. Donc, la méthode de mise en place, qu'est-ce que c'est? C'est d'identifier, donc bien sûr, dans vos installations, tous les éléments que je souhaite suivre, en commençant par les plus critiques, bien sûr, de créer une ronde d'inspection dans le logiciel qui va bien, qui est fourni avec la solution, c'est-à-dire que je crée une arborescence vierge au départ de tout ce que je veux suivre, je donne un nom à chacun des points que je veux mesurer, d'exporter cette ronde-là dans l'appareil, ou dans le système automatique que je vais vous montrer, et ensuite de venir faire de la collecte de données, de venir mesurer les points en question. Voilà la méthodologie. Alors, on associe dernièrement, comme ça se fait en analyse vibratoire, des pastilles. Qu'on fasse la mesure sur une pastille ou directement sur le palier, c'est la même chose. La seule chose dont on s'est aperçu, c'est que quand on identifie les points, surtout de manière physique comme ça, quand les gars font leur ronde, surtout quand ça change, le gars, il loue, à moins que, je sais pas moi, que la machine ne fonctionne pas ou qu'il ne sache pas qu'il y a une machine à cet endroit-là, quand il voit ça,
même s'il ne connaît pas forcément très bien l'installation, s'il est nouveau, si, quand il voit ça, il va venir prendre une mesure. À ceci va s'associer un nombre de points sur l'appareil qui fait que s'il arrive à, s'il mesure le bon point au bon endroit, il va prendre la bonne mesure sur le bon point. Donc voilà, pardon, ça ne fonctionne toujours pas. Alors, pour la partie capteur fixe, ce qui se passe aussi sur les points qui ne sont pas accessibles, c'est que très souvent, là je pense à des machines caractérisées, à des équipements qui ne sont pas accessibles, qui sont difficiles d'accès. Très souvent, en fait, sur ces mêmes équipements, on a plusieurs points à tester, plusieurs points à mesurer. Donc, le parti qu'ils ont pris chez nous, c'est de créer une petite box comme ça. C'est juste un boîtier avec un boîtier sélecteur auquel je viens connecter différents capteurs comme ça, entre 8 et 12. Et je viens faire l'acquisition via le sélecteur des différents points qui correspondent à un point sur mon appareil. Rien qu'en tournant mon sélecteur, je viens acquérir les données des différents points de mesure sur ma machine. Une petite vidéo qui illustre ceci, puisqu'on a du son. Alors, ce que l'on fait, chose que j'aurais dû vous dire au départ, c'est que oui, on vient mesurer un niveau ultrasonore. Oui, on mesure l'intensité en décibels. Mais ce qu'on fait également, c'est qu'on va venir connecter un casque d'écoute à tous nos appareils, qui fait que l'utilisateur va avoir une image audible de ce que l'appareil est en train de mesurer. Pourquoi on fait ça? C'est le tournevis de l'époque à une fréquence bien particulière. Pourquoi on fait ça? Parce que, en principe, les gens qui font ces rondes d'inspection, ces acquisitions dans les usines, sont des gens qui connaissent leurs installations, qui sont des mécaniciens, et qui, à la signature sonore, au-delà de la valeur en dB, vont déjà vont savoir ce qui se passe dans leur palier, et quand ils vont écouter, vont déjà identifier sur le terrain si oui ou non je suis en présence d'un palier fonctionnel qui commence à s'envoyer un petit peu en l'air ou qui est vraiment défaillant. Et ce que les gars vont écouter dans le casque, ça ressemble à ça. C'est une friction qui est régulière si je n'ai pas d'aspérité, si je n'ai pas de point mâché sur mon palier. Alors, soit avec ce capteur-là, alors là on ne voit pas grand-chose sur le... On voit pas grand-chose sur le... Si, on voit quand même. Alors bien sûr, on va pouvoir prendre des photos sur lesquelles on a les mesures qui sont faites, sur lesquelles tout ce qu'on détecte, on le mesure, on l'enregistre. On ne paie rien du tout. Alors là, on se paye le luxe en plus de voir la forme d'onde, qui normalement n'est nécessaire que quand je suis en alarme. Et quand je suis en alarme, la valeur en décibels affichée à l'écran de mon appareil, la valeur en décibels affichée à l'écran de mon appareil, c'est quand je suis en alarme, niveau d'alarme qui sont directement dans l'appareil puisque transmis depuis le logiciel, ça s'affiche en rouge. Et dans ce cas-là, il y a même une fonctionnalité sur ce type d'appareil qui permet de faire cette visualisation de spectre et cet enregistrement automatiquement. C'est-à-dire que tant que je ne suis pas en alarme, j'écoute mon niveau ultrasonore, je l'enregistre, je le mets au frais dans ma base de données pour en faire un suivi. Et quand je suis en alarme, je peux mettre l'appareil en automatique qui vient m'enregistrer ce spectre. Et on va voir ce qu'on en fait après de ce spectre. Donc, la même chose avec ce module-là. Ça, dans notre jargon, on l'appelle cétoscope. C'est-à-dire que quand je fais des tournées, des rondes d'inspection, je vais utiliser le module aimanté pour mesurer toujours la même chose au même endroit, de la même façon. Lui, je m'en servirai plus pour faire du diagnostic. C'est-à-dire que j'ai un doute sur tel palier, sur tel roulement, hop, je viens avec lui pour écouter. En principe, de toute façon, tout est dans la valise. Quand j'ai l'un, j'ai l'autre. Donc, voilà pour la partie prise de mesure manuelle. Alors, quand on parle de maintenance 4.0, on parle, comme le disait mon collègue tout à l'heure, d'usine connectée, d'industrie 4.0 et quelque part de système asservi qui, par une collecte automatique de données, par des mesures automatiques de données, pourra au moins nous faire remonter des informations qui seront traitées, comme le disait mon collègue, d'une manière ou d'une autre, qui ces informations vont venir me donner des indications très précieuses sur l'état de santé et surtout sur les dérives de mes installations. Tout ce que je viens de vous raconter là, qui se fait jusqu'à aujourd'hui de façon, je ne vais pas dire quasi systématique, mais qui se fait aujourd'hui, oui, très souvent de façon manuelle. Le but de cette présentation, c'est de vous présenter l'équivalent de ce système manuel
en automatique. C'est-à-dire que je vais venir instrumenter, donc plugger des capteurs comme ça sur les paliers qui vont bien, sur les paliers qui m'intéressent, et que ces capteurs, au lieu de les relier à cet appareil et de venir prendre des mesures à fréquence donnée, à période donnée, je vais les relier à un boîtier intelligent. Ah, mon truc ne marche pas. Je vais les relier à un boîtier qui va être piloté par le même logiciel qui contient les données dans lesquelles j'ai amené tout à l'heure, à qui je vais dire, monsieur le boîtier, monsieur le forecast pour prévoir en anglais. Les Américains ne se cassent pas la tête pour donner des noms aux produits. Ce boîtier va être paramétré et piloté par le logiciel, et je vais lui dire, sur ce palier-là, sur ce capteur-là, tu vas venir me faire une acquisition tous les jours, toutes les semaines, tous les mois, tous les 2 mois, tous les 3 mois. Oups. Si c'est tous les 3 mois, en principe, je n'ai pas besoin de boîtier comme ça. Quand on parle de boîtier automatique, c'est que j'ai des équipements critiques qui ont besoin de l'acquisition permanente. Et quand tu es en alarme, à partir d'un seuil que je te paramètre, tu me fais exactement la même chose que ce que lui faisait. C'est-à-dire que tu viens automatiquement m'enregistrer le spectre. Tu m'envoies un mail pour me dire, par exemple, il y a d'autres façons d'alerte, pour me dire que tu es en alarme. Et puisqu'en fait, avant d'être en alarme, il y a même un seuil de préalarme que je paramètre, que je vais vous présenter, à partir duquel tu as enregistré ce spectre, je vais pouvoir, moi, avec ce que tu as enregistré, venir attaquer ta mémoire, monsieur le boîtier, pour voir exactement ce qui s'est passé à partir du moment où ça a commencé à dériver. Le but de ça, c'est d'être prévenu en temps réel le plus tôt possible pour éviter le plus possible le point rouge, la casse qu'on a vu tout à l'heure. Le but de notre techno, de toute cette stratégie, de tout ça, c'est vraiment, j'y reviens parce que c'est super important, il ne faut pas perdre de vue ça, c'est d'éviter la casse. Je ne veux pas subir, je veux subir au moins possible des casses. L'intérêt de l'ultrason pour ça, c'est de détecter tôt parce qu'il faut peu d'énergie pour créer notre signal. La preuve, c'est que même sans défaillance, je capte quelque chose. Une fois que ça c'est dit, il faut que je puisse mettre en place le système de capteurs et de mesures automatiques ou manuelles pour pouvoir me permettre de mettre ça en œuvre. Donc, ce type de boîtier, c'est là où on arrive dans la maintenance connectée. Comment ça marche? Juste comme ça. Alors, il y a beaucoup de... Ça, c'est la partie visuelle de tout ce que je viens de vous raconter. C'est-à-dire que je vais venir plugger mes capteurs qui sont avec des pastilles collées, comme vous savez déjà certainement, sur mes roulements qui vont bien. Ces capteurs, de façon filaire, je précise pour le moment, en tout cas, on n'a pas de connexion Wi-Fi entre les capteurs et le boîtier. Et c'est volontaire. On pourra discuter de la raison plus tard. Je viens plugger ces capteurs au boîtier. Et ce boîtier, pour faire simple, je viens le plugger sur un PC. Alors après, je vais vous détailler la façon d'installer ça pour pouvoir mettre en place ces runs d'inspection, mettre en place le même type de suivi et enregistrer des spectres si défaillance il y a. Uniquement si défaillance il y a. Donc ça, c'était juste la partie visuelle de ce que je viens de vous présenter. Donc sur ce type de boîtier, vu qu'il y a une mémoire, on ne peut pas lui connecter par boîtier plus de 4 capteurs. Parce qu'en fait, il fait tout ça en automatique. Il y a une mémoire interne qui... on a fait des tests et des retests qu'il est très difficile de remplir. Par contre, si je connecte beaucoup plus de capteurs, il va me falloir un disque dur ou un serveur carrément sur le boîtier. Ce n'est pas le but, puisque le boîtier il est dans l'usine. Après, on va voir ce qu'on fait des données. Donc, ce boîtier, par contre, je vais avoir besoin sur place soit d'un émetteur Wi-Fi, soit d'une connexion Ethernet pour le relier à un serveur ou à un PC industriel. Et ensuite, d'un ou de plusieurs logiciels, je peux être en Chine ou en déplacement et venir attaquer le serveur sur lequel j'ai le logiciel parce qu'il va y avoir une alarme qui va m'envoyer par mail, par exemple, et venir voir ce qui s'est passé sur ce point-là depuis tout PC connecté à Internet. Il y a un synoptique un petit peu plus loin. Donc le type de capteur, il est là. Pour la partie, pour les paliers chauds, il y a aussi des refroidisseurs qui existent. C'est-à-dire qu'il peut être, dans certains cas, délicat de monter un palier directement, de monter un capteur directement sur un palier chaud. Donc il y a des solutions qui existent pour l'éloigner et refroidir tout ceci. Et le schéma, donc, qu'est-ce qui se passe? Ce boîtier a une adresse IP qui est déclarée. Et voilà une des possibilités, c'est-à-dire que je déclare cette adresse IP, l'adresse IP de chacun des PC qui vont venir observer ce qui se passe sur mon boîtier et donc sur les différents paliers. Alors après, là, il y a d'autres façons de faire, c'est-à-dire qu'on peut dissocier la partie serveur qui gère le boîtier de la partie base de données. Et dans ce PC, je peux mettre plusieurs bases de données de plusieurs usines, par exemple.
que je peux venir attaquer, pareil, depuis tout PC, connecté à Internet, depuis la Chine, depuis les États-Unis, depuis où je veux. Alors, voilà une illustration avec des numéros d'adresse IP, OK. Il y a encore une autre possibilité, c'est que ces deux PC-là ne puissent pas connecter via des réseaux filaires Internet. C'est pas bien grave. Via un routeur et des adresses IP externes, pardon, je peux, pareil, les connecter à Internet pour venir voir tout ce qui se passe. Donc là, pareil en Wi-Fi. Hop. Ça, c'est différentes façons de connecter le système. Alors, après, comment je vais gérer toutes ces données depuis le logiciel qui sera, lui, sur mon PC. Comment je vais gérer toutes ces données depuis le logiciel? On va hiérarchiser et créer une arborescence pour chacune des installations où ce système va être installé, qui va ressembler à ceci. C'est-à-dire que on va, depuis ce logiciel, déclarer une usine, déclarer une application, déclarer un groupe de machines, et dans ce groupe de machines, différentes machines, et sur ces machines, différents points de test. C'est-à-dire qu'avec un logiciel installé sur mon PC, je peux gérer le Cidrono de Douai. J'exagère peut-être, mais voilà. Là, il n'y a pas de limite, si vous voulez, pour la base de données, pour l'arborescence, pour tout ce que je peux mettre là-dedans. C'est l'interface, en fait, qui me permet d'aller voir toutes ces données. Ces données, il a bien fallu les organiser, et elles sont organisées comme ça. Sachant que le même logiciel me permet de recueillir toutes les données de toutes les autres applications. Ouais, c'est-à-dire que au passage, si sur mon installation, je fais des inspections électriques, que je mesure avec ce système, je viens les mettre ici. Si j'ai des fuites pour lesquelles je veux faire des calculs de coûts, je viens les mettre là. Pareil pour les vannes et pareil pour les purgeurs de vapeur. Pour les usines qui ont de la vapeur. Alors après, là, j'ai pris le parti, c'est là où je vais passer assez vite pour vous montrer autre chose après. Vu toutes les fonctionnalités, vu toutes les données que l'on met, que l'on traite, toutes les données sont traitées avec ce logiciel, si vous voulez. Il y a un module spécifique qu'on doit voir. Alors, je ne suis pas sur la bonne page. Je ne suis pas sur la bonne page, pardon. Hop, voilà. Si vous voulez, ce logiciel il se compose en deux parties. La partie base de données arborescence qu'on vient de voir et la partie forecast ici. Depuis cet onglet, je vais arriver dans ce type de menu et c'est dans ce type de menu que je vais paramétrer le boîtier dont on parle. Je vais lui dire, tu me prends des mesures tous les jours sur ce capteur, tu me mets ce niveau de pré-alarme là, ce niveau d'alarme là. Quand je suis en alarme, tu me fais ça, ça et ça. Et ça donne l'objet, si vous voulez, point par point, à tous. Alors là, j'ai mis un petit peu d'explication sur le logiciel, mais tout est paramétrable capteur par capteur. On part du principe que sur votre installation, sur les installations, il n'y a pas deux paliers qui sont les mêmes, il n'y a pas deux paliers qui ont les mêmes contraintes, et il n'y a pas deux paliers sur lesquels je vais être informé de la même façon. J'exagère volontairement, mais ça, c'est personnalisable capteur par capteur. L'idée, c'est d'avoir une vue et d'être alarmé capteur par capteur de ce qui se passe sur mon palier. Donc voilà ce que ça donne. Si vous voulez, je vais régler la sensibilité. Enfin, il y a beaucoup de réglages. Tout se paramètre depuis ce logiciel. Pour arriver à des bases de données, des mesures comme ça, où vous voyez ici, j'ai des choses en rouge. Quand j'ai des choses en rouge, c'est très visuel. Ça veut dire que ce point-là est en alarme. Donc, qu'est-ce que je vais faire quand ce point-là est en alarme? Oups. Alors là, volontairement, j'ai essayé de faire court là, parce que là, il y a encore... C'est là où, si vous voulez, sur ce point-là, à partir de ce point-là, je vais rebasculer pour ce point sur ce type de diagramme. J'y reviens pour vous le montrer. Point par point, en fait, ce que je vais avoir fait, c'est un diagramme comme ça. Allez, on le voit encore mieux. On le voit encore mieux ici. Voilà. Pour chacun des points pris par le forecast, je vais avoir généré un diagramme comme ça. Tant que je suis là, pour faire simple, j'ai certainement beaucoup de choses à faire. Je ne vais pas aller m'intéresser à tout ce qui se passe là. Par contre, quand je dépasse ce niveau d'alarme là, là oui. Et ce point-là, typiquement, cette mesure, c'est-à-dire allez, 50 dB à la louche sur mon axe des ordonnées ici. Ce point-là, c'est 50 dB. C'est ce fameux point en rouge qu'on vient de voir sur mon arborescence ici. Oups. Où est-elle? Voilà. Avec ici une petite icône avec un spectre où il m'a pris le spectre.
Alors si j'avais fait les choses comme il faut, vous voyez ici, j'ai des points avec des spectres et des points avec sans spectre. Typiquement, ceux-là, là, je suis certain sur ceux-là, si j'ai paramétré les choses comme il faut, d'être en zone verte. Je ne vais pas aller me remplir la base de données, je ne vais pas aller m'enregistrer des spectres quand je ne suis pas en alarme. Ici, je suis en zone rouge, j'ai un spectre, et probablement, ce que j'ai paramétré, c'est de m'enregistrer des spectres quand je suis en zone orange. Puisqu'ici, j'ai rien sur cela et j'ai des spectres. Ou alors, pour des raisons particulières, je lui demandé d'enregistrer des spectres en automatique. Ça, c'est possible aussi. Donc, à quoi ça ressemble installé? Alors, je voulais là utiliser la connexion Internet parce qu'on a un système comme ça installé dans nos locaux sur lesquels on peut prendre la main via une connexion Internet. Je peux prendre la main sur le logiciel là-bas, avec une webcam, vous montrer ce qui se passe, c'est-à-dire lancer la machine, lancer l'acquisition, tout ça. À part qu'on est tributaire ici de la connexion Internet et que j'ai essayé, enfin, je sais pas, il y a un débit, si vous voulez, qui va pas aller. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai demandé à ce qu'on me fasse des vidéos qui vous montrent un petit peu ce système-là en action. Donc voilà, c'est juste un boîtier. Ce qui compte, c'est ce qu'il y a dedans et son paramétrage. Alors sur le même système, on a plusieurs boîtiers. Vous avez vu le boîtier de tout à l'heure. Et qu'est-ce que je viens faire? Je viens mettre via des pastilles collantes le capteur qui va bien sur le palier que je souhaite, on le voit bien ici, que je souhaite mesurer. Capteurs qui sont associés là elles n'y sont pas, d'une protection, on la met pas, mais il y a une protection qui se met là-dessus. Donc voilà pour cette petite vidéo. Et ensuite, ce que je veux vous montrer, c'est que quand même, si j'ouvre ce petit boîtier, j'ai, pendant qu'une mesure est en train de se faire, l'intensité en dB qui fait l'objet de mes valeurs en ordonnée, que je mesure, l'équivalent de cette intensité mesurée en manuel avec mes systèmes. Je peux l'avoir sur un petit afficheur sur mon boîtier. Bon, voilà, c'est... Ça, c'est la même chose. Est-ce que je suis dans les temps? Super. Même suspect, tu es en avance. Alors, Incroyable. Incroyable. et justement, on va prendre le temps de prendre des questions. Moi, j'en avais quelques-unes peut-être pour chauffer un peu la salle. Non, le terme est fort. Tu parlais de capteurs filaires et pas de capteurs Wi-Fi. Alors, tu peux nous expliquer pourquoi? Pourquoi? Dès lors que, et même ici, excellente question. Et même ici, ça fonctionne bien ici, sur un salon, et encore, ça fonctionne bien chez nous. Dès lors que vous mettez ça dans une usine, vous allez être tributaire pour la transmission des données, et particulièrement si ces capteurs, si cette partie Wi-Fi, on la mettait là, vous allez être tributaire, on va être tributaire de la transmission des données du capteur au boîtier dans l'usine. C'est un risque trop important. Il suffit qu'il y ait une cage de Faraday ici, qu'il y ait une fréquence perturbatrice, j'en sais rien moi, quelle autre fréquence que ce soit. Ça veut dire qu'on prend on met toute une armada de systèmes en place pour monitorer en temps réel nos machines pour être alertés quand il se passe quelque chose. Si une connexion Wi-Fi défaillante, peu importe la raison, ne me transmet pas la donnée, c'est dommage de faire tout ça. Là, si vous voulez, on ne prend pas le risque pour le moment. Il y a des choses qui sont en cours de développement. Mais dès lors qu'on parle de Wi-Fi et de transmission de fréquences, il y a beaucoup de problématiques de transmission de fréquences qui arrivent. Et dans l'industrie, il y a des fois ça va marcher très bien, il y a des fois ça va pas bien marcher, et il y a des fois ça va pas marcher, on ne sait pas pourquoi. Voilà un petit peu la raison. Ça marche. Bonjour, merci beaucoup pour la présentation. Je ne sais pas si on m'entend. Merci à vous. J'ai des petites questions effectivement, donc concernant notamment l'établissement des seuils. Vous nous parlez des seuils. Est-ce que c'est à la charge du client? Est-ce que c'est vous qui conseillez? Est-ce que Je vais revenir sur deux choses. Merci, parce que la question est cruciale. Il y a deux choses qui sont cruciales et qu'on nous pose en général. Je vais même donner la deuxième. La deuxième, en principe, c'est les seuils. Et avant les seuils qui arrivent, c'est la référence. Parce que c'est bien beau de dire je mets des seuils et un niveau d'alarme. Alors, je vais revenir sur ma base qui est là. C'est bien beau de dire je mets un premier niveau d'alarme ici, un deuxième niveau d'alarme là, une référence là. Mais tout ça, comment je le mets en place? Allez, je remonte un petit peu plus loin. Un bon schéma parle mieux que long discours. C'est-à-dire qu'on part du fait
La seule chose que l'on considère quand on implémente ça chez un client, c'est que le client connaît ses installations, ses problématiques et ses critères de détection. C'est-à-dire qu'il connaît la criticité de ces différents équipements. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On apprend tout un chacun, puisqu'on a dit que ce niveau en décibels ici, ces valeurs mesurées en décibels, étaient directement proportionnelles au niveau de friction. Avant de mettre ça en place, les formations pour la partie manuelle durent 2 jours à peu près. 2 jours, 2 jours et demi. Ça dépend de la taille de l'installation, ça dépend du nombre de personnes aussi. Mais la première des choses qu'on fait, avant de vous mettre ça en place et même de vous faire mesurer, de vous faire prendre des mesures, c'est on apprend tout un chacun à écouter le niveau ultrasonore de ses paliers et à faire le lien entre le niveau de friction de son palier et ça. Quand chacun sait écouter des paliers, il faut qu'on ait 15 dans cette salle. Je vous donne l'appareil à tous avec, allez, on va dire ce module. Il faut que, et on a un palier. Il faut que sur ce palier, à l'instant T0 aujourd'hui, dans les conditions où il est, je simplifie, hein, voilà, il faut que tous veniez me mesurer ces mêmes 32 décibels et au même endroit. De sorte à ce que s'il y a une référence sur ce palier aujourd'hui, on prenne tous la même. Et en plus de ça, si j'ai une pastille à mettre, comme on l'a vu tout à l'heure, vous la mettez tous au même endroit. Il ne s'agit pas que l'un il mesure dessus, l'autre dessous, l'autre à droite, l'autre à gauche. D'accord? Donc la première des choses, avant même de parler de niveau d'alarme, ce qu'on fait, c'est qu'on apprend tout un chacun à écouter des paliers et à mettre en place ce niveau de référence. Il y a 4 méthodes qui font l'objet de la formation, que je ne vais pas faire là. Il y a 4 méthodes pour mesurer cette référence, mais il faut d'abord savoir mesurer cette référence. Et là, je vais même un peu plus loin dans ma réponse parce qu'elle est sous-jacente à votre question. C'est que vous allez me dire, ok, mais comment je la prends cette référence? Et j'achète 10 roulements SKF identiques d'une référence lambda chez le revendeur de roulements. Je les monte, je vais prendre le cas volontairement le plus défavorable, sur 10 paliers identiques, 10 moteurs identiques, qui ont 10 vitesses de rotation identiques, 10 charges identiques, tout est pareil. Et là, on s'aperçoit que on pourrait très bien dire, comme c'est d'ailleurs fait en analyse vibratoire, tel type de roulement à telle valeur de référence, tel autre à telle valeur, blablabla. Quand vous faites ça, il y a 2 écueils. Le premier, c'est que vous êtes certain que vous allez toujours arriver chez un client un jour qui va se trouver avec une référence de roulement dont vous n'avez pas les références. Il y a tellement de roulements qui existent que, voilà, première des choses. Deuxième des choses, les 10 roulements SKF identiques montés sur les mêmes équipements, sur les mêmes moteurs, ils ne vont pas tous, à l'instant T0, avoir 32 dB. On ne va pas passer de 10 à 50, c'est pas ce que je veux dire. Mais vous allez en avoir un qui va avoir 32, l'autre il va avoir 30, l'autre il va avoir 34. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, qu'est-ce qu'on fait? On fait du relatif. On apprend tout un chacun. Et si on fait ça, si on vous apprend à pêcher, vous savez vous nourrir. Si on vous donne du poisson aujourd'hui, ok, on vous donne à manger aujourd'hui, mais voilà. Donc, première des choses, c'est celle-là. Deuxième des choses, quand je sais mettre ça en place, ces deltas-là, il y a 2 façons de faire. Alors, où elles sont mes façons? J'en perds le... Hop. Je crois que je les ai même enlevés. Je crois que les ai même... Si vous voulez, pour ces deltas, allez, je vais faire simple. Je pense qu'elles étaient là. Pour ces deltas, sur des roulements à vitesse standard, on vous donne des valeurs génériques. C'est-à-dire que le premier niveau d'alarme, je le mets entre plus 8 et plus 8 dB par rapport à cette référence. Et le deuxième, entre plus 12 et plus 16. Sauf à ce qu'on soit sur la Lune, et sauf à ce que vous ayez des roulements vraiment particuliers, ça va tomber là-dedans. Ce qu'on ne sait jamais, c'est au décibel près, ce niveau d'alarme hyper précis pour chacun de vos paliers. On n'est pas magicien, je veux dire, tant qu'on n'est pas à les mesurer. Donc qu'est-ce qu'on fait? La méthode, c'est qu'une fois que vous savez prendre ça, on vous donne ces valeurs génériques. Sur la quasi-totalité des roulements standards, vous allez mettre ça. Et ça, vous le faites vivre dans le temps. Et j'acquiers des données. Et en acquérant des données, je ne sais pas si c'est français ou en acquérant ou en acquiesçant, je ne sais plus, peu importe, en acquérant des données, voilà, je vais m'apercevoir de 2 choses. Soit que ces niveaux d'alarme demandent à être optimisés, c'est-à-dire être rabaissés ou augmentés. Si je l'ai bien fait au début, en principe, je ne touche pas beaucoup. Soit, deuxième des choses, c'est la période d'acquisition des points. C'est-à-dire que si je ne sais pas moi, je commence ici, allez, en avril 2010 pour finir en août, je crois, si j'arrive à voir sur mon graphique qui est juste une photo d'écran. Si ici, en 8 mois, j'avais tous mes points là,
Peut-être qu'au lieu de prendre une mesure toutes les 15 jours ou 3 semaines, peut-être je peux augmenter ça un mois et demi. À l'inverse, si là, je fais le yo-yo beaucoup plus que ça, je me dis, attention, là, il se passe des choses sur ce type d'équipement-là. Peut-être qu'au lieu de prendre une mesure tous les mois, je vais la ramener à tous les 15 jours. Vous voyez? Mais ça, je ne peux le savoir qu'en acquérant des données. On vous donne la méthode, on vous fait prendre la référence, on vous donne des valeurs génériques pour ça, qu'on peut discuter en plus. Hein. C'est plus 8, plus 16, là, ça se... Voilà. Je ne veux pas rentrer dans les cas particuliers, je reste sur les choses générales. Et après, on l'optimise pour que vous ayez le suivi le plus précis possible. Et j'y reviens, on est dans les ultrasons. Si je fais ça comme il faut, celui qui fait ça comme il faut, il n'a pas un spectre à analyser. Même si la fonction spectre, visualisation, enregistrement, tout ça, elle est là-dedans, si je suis ça comme il faut, je me débrouille. Alors attention, quand je dis il n'a pas un spectre, si tout d'un coup j'ai, je sais pas moi, quelque chose qui vient casser mon roulement, un événement extérieur qui fait que j'ai un roulement, et ça arrive, hein, un choc mécanique, je ne sais pas quoi, qui fait que mon roulement s'envoie en l'air tout d'un coup sans avoir une dérive, oui, je peux me retrouver là, même plus haut. Là, ça va me servir de savoir l'analyser, pour connaître la cause origine. Mais si je fais des suivis réguliers, que j'établisse bien mes références, qu'on vous fait faire une fois de plus, plutôt que de les acquérir et de les copier-coller, parce qu'il y a autre chose, c'est que quand vous avez des références d'un palier donné par tous les fabricants de roulement, ils vous donnent la référence de ce roulement travaillant dans ces conditions qui ne sont jamais les conditions que vous avez, premièrement. Et deuxièmement, vous achetez 10 roulements différents, ils vont tous avoir une signature particulière propre aux conditions dans lesquelles il est. Et il y a encore autre chose, pour rebondir avec ce que disait, j'écoutais la conférence tout à l'heure, c'est qui dit industrie 4.0 pense à des choses innovantes, futuristes, tout ça, oui, c'est vrai. Et donc, on se dit, tout ça, ça va bien dans la dernière usine Renault ou Peugeot ou je ne sais pas qui vient d'installer un parc de machines neuves. Cette référence-là, c'est comme ça qu'on la nomme, on l'appelle, nous, référence à l'instant T0. C'est-à-dire que vous n'avez pas, les industriels n'ont pas attendu que ceci existe pour ceci existe pour avoir des roulements. Et à l'inverse, ne vont pas changer tout leur roulement pour avoir une référence quand le roulement est neuf. Donc il faut pouvoir prendre une référence quand tout ça a commencé à vivre, c'est-à-dire que le temps commence aujourd'hui. T0, c'est aujourd'hui. Vous voyez ce que je veux dire? Et on met en place ce genre de suivi à partir de là. Comment dire? Ça, c'est le nerf de la guerre. Je me suis peut-être éloigné, je ne sais pas. J'espère avoir répondu et pas avoir été trop... Ouais, oui, en partie, effectivement. Ok. Après, on peut effectivement prendre des mesures sur des machines qui ont des degrés de dégradation plus ou moins avancés. Oui. Donc, voilà, oui. C'est avec la vie, effectivement, et on peut même... de l'installation. Juste... Allez-y, coupez-moi. tant que je vous ai. Deuxième remarque plutôt, ou question, je ne sais pas comment. On est plutôt donc dans ce cas sur de la maintenance, mais je viens de le voir là-haut, sur de la maintenance conditionnelle, où effectivement on suit le niveau d'un indicateur, on estime un seuil, et dès l'instant où on dépasse ou on est proche de ce seuil qu'on estime justement critique pour l'installation. Alors l'installation peut toujours être en bonne santé ou bon fonctionnement. Voilà, on vient intervenir en anticipation, mais toujours conditionné à un certain seuil. On n'est pas encore dans le prédictif à se dire, donc j'ai mon évolution effectivement de mon indicateur et j'estime à X temps sa défaillance. Vous voyez, la durée de bon fonctionnement restant. Alors, je sais pas si, c'est clair, ouais. C'est clair. Entre guillemets, je lis entre les lignes, c'est clair. Et dans votre question, il y en a deux. La première, vous faites la différence, de parce que j'ai compris, entre l'anticipation et le prédictif. Et la deuxième, vous mettez le doigt sur quelque chose qu'on entend souvent, mais moi avec lequel je fais très attention, et quelle que soit la technologie qu'on utilise pour mesurer, c'est de dire qu'aujourd'hui, j'en suis à ce niveau-là, quelle que soit la valeur, hein, j'en suis à ce seuil-là, et je peux prédire, et c'est là où il faut la terminologie a son sens, et je suis d'accord avec la norme et avec les gens de la FIM, et je peux prédire, parce que dans prédictif, il y a prédire, combien de temps je vais vivre. Personnellement, et par rapport à la techno et le système, les deux, et à mon avis, par rapport à toutes les technos, quelle que soit la techno avec laquelle vous mesurez, quelle que soit la grandeur physique que vous mesurez, et quel que soit le scalaire que vous avez, qu'il soit en alarme ou pas, celui qui vous dit, monsieur le client, tu as 40 décibels ou 41 décibels sur ce type de palier-là, tu vas vivre 1 an, 2 ans, 3 ans, moi, je ne le connais pas celui-là.
ça, pour moi, c'est, excusez-moi pour le terme, c'est pipeau. Parce que même avec une techno hyper prédictive, dont j'ai besoin de peu d'énergie pour créer le signal, personne ne sait. Hein, vous avez tous vu des courbes en baignoire d'usure d'équipement. Tout ça, ça va être vrai dans la mesure où je suis dans le creux de la courbe. Or, si je ne connais pas exactement la date de montage de mes paliers, de mes roulements, et là, à moins que j'ai un suivi vraiment, celui qui vous dit ce roulement-là, je l'ai monté, ça peut arriver, hein, d'accord, et que je connaisse les deltas là, de ces courbes en baignoire, et que je puisse savoir où j'en suis dans ma courbe en baignoire, est-ce que j'en suis à sa période de mortalité infantile, là où il est encore tout neuf en train de se roder, où oui, j'ai des probabilités qu'il casse. Est-ce que j'en suis dans sa période de vie, quand il est en vitesse de croisière, là où là, il peut durer 10 ans? Ou est-ce que j'en suis à la fin de sa vie parce qu'il a tellement tourné que voilà, ça, je ne le sais pas. Donc, la prédiction de temps de fonctionnement et de temps de vie de l'équipement pour pouvoir la donner de façon complète, ça ne suffit pas. Et quel que soit le moyen de mesure que j'utilise, je pense, et d'autant plus si c'est des moyens qui détectent tard. D'accord? Il faut, à mon avis, revenir à des choses simples. C'est-à-dire que vous avez, déjà, il y a une chose qui se passe qu'on rencontre dans l'industrie, c'est que vous n'avez jamais dans une usine qu'un seul type de roulement, qu'un seul type d'équipement. C'est rare. Quand vous avez des types de roulement, vous en avez, voilà. Donc, qu'est-ce qui se passe? C'est super facile. Plutôt que d'aller prendre les données de SKF ou de SNR ou de je ne sais pas qui, vous les faites, vous, ces trucs-là. Sur ces roulements, sur ces équipements-là, vous savez que quand le truc il a commencé à vivre 2 ou 3 ans, peu importe, ça dépend de la taille du roulement, ça dépend de plein de choses, des contraintes et tout, vous savez que là, attention. Et que peut-être, pour un roulement, pour répondre à la question, hein, sur anticiper combien de temps je vais vivre, et que peut-être pour ce type de roulement, quand j'en suis là, et qu'il a plus de 2 ans, par exemple, sur ce type d'équipement, c'est peut-être bien plus grave que pour tel autre roulement qui a aussi 2 ans, où j'en suis là. Parce que là, je peux peut-être vivre 10 ans comme ça. Si les niveaux d'alarme sont bien placés, en principe, non. Mais ça peut arriver. Tout en sachant une chose, c'est que si j'interviens ici, si je reviens avec ma courbe PF curve, quand j'interviens à mon premier niveau d'alarme, je ne vais pas dans le bon sens, je crois. Quand j'interviens à mon premier niveau d'alarme, j'en suis là. Il y a toute une différence entre le détecter là, mon palier, c'est ça le nerf de la guerre. Plutôt je le détecte, c'est simple. On a tous l'hiver, surtout les hommes, mal à la tête, le rhume. Nous, hommes, on va voir le médecin quand on a 42 fièvre, qu'on est cloué au lit, qu'on ne peut rien faire. Ce que font les dames, elles nous le disent, prends des Advil, prends des aspirines, prends ceci, prends cela, pour éviter le reste et pour éviter que ça dérive. Ce qu'on fait avec l'ultrason, c'est ça. Ça, c'est la première des choses. La deuxième des choses, je ne vais pas voir le cardiologue chaque fois que j'ai la grippe. Je vais voir le cardiologue quand le médecin généraliste a vu quelque chose qui n'allait pas dans le cœur et qu'il s'est aperçu qu'il ne pouvait rien faire lui, qu'il faut plus d'examens, et so on. D'accord? Donc, au plus tôt je capte ceci, la question, si je fais ça correctement, pour finir de vous répondre, sincèrement, hein, s'il y en a qui ont fait du SPC ici, ils me comprendront, ça, c'est un paramètre d'entrée sur le niveau de friction de mon palier. Si je gère correctement le niveau de friction de mes paliers, à moins que le toit s'écrase sur ma machine, il n'y a aucune raison, si vous voulez, que du jour au lendemain, je dérive là. Si je fais ça correctement, je peux fermer les yeux sur la durée de vie, même si elle m'intéresse. D'accord? Et qu'après, je vais faire des associations de groupes. Je vais grouper, c'est pour ça qu'on fait des groupes dans notre arborescence, par machine, par type de roulement, par blabla. Je peux faire des stats avec ça, je peux faire tout ce que je veux. La donnée, on n'a pas vu pour l'instant, même aux US où ils sont hyper en avance avec ça, et en Angleterre, des gens qui exploitent toute la capacité d'exploitation, si vous voulez, de données, surtout avec la partie automatique, parce que le système automatique, il en acquiert des données. Ce n'est pas une mesure que je fais toutes les semaines ou tous les mois avec le truc manuel. Je peux lui prendre une mesure toutes les minutes si je veux. Et il a la mémoire qui va bien. Donc, tout ça, une fois que j'ai ces données, je vais pouvoir optimiser tout ça. Et si je fais ça comme il faut, la durée de vie, parce que c'est ça qui vous intéresse, je la connais. La seule chose qu'il va falloir que je sache pour boucler ça, c'est depuis quand mon roulement est en fonctionnement. Il faut que je corrèle ça avec ça. Sinon, il me manque une donnée, quoi. C'est mon dada, ça, je suis désolé. Je suis peut-être long. Bonjour. J'avais 2 questions moi, au niveau machine, quand on parle machine tournante.
marche très bien sur des moteurs à 1500 tours, 3000 tours. Quand on arrive sur des machines à 150 tours, où on a la problématique également de roulement, est-ce qu'on a également les mêmes résultats? Un bon schéma parle mieux que long discours. Est-ce que ça s'applique aussi pertinemment sur toutes les machines tournantes en fait? Quand je fais ça avec mes doigts, je crée un niveau de friction. Vous allez vous mettre le casque. Peut-être pas depuis là-bas, mais vous allez entendre. Ah, alors attends. Tu sais quoi? Voilà. Tu m'interviews. Quand je fais ça avec mes doigts, j'ai tout mis à fond là, et donc oui, j'ai la sensibilité au maximum, tout ça. Je crée assez de friction pour générer un signal et le mesurer. Vous voyez ce que je veux dire? La difficulté, merci. La difficulté des faibles vitesses de rotation, l'analyse vibratoire, c'est une super technologie. Vous pouvez faire, en analysant des spectres, vous pouvez tout savoir d'une chaîne cinématique. Mais il y a deux choses, c'est que je ne peux analyser que quand j'ai détecté. Et si je tourne trop doucement ou assez doucement pour que je ne génère pas de signal, ou que je génère un signal quand j'ai 4 billes carrées et 3 bagues cassées dans le palier, ça me fait une belle jambe de mesurer un truc. La chance qu'on a avec l'ultrason, c'est qu'il me faut peu d'énergie pour créer le signal. Ok, merci. Et l'autre question que j'avais, c'était par rapport à entre le mode manuel et le mode automatique. Enfin, vous allez me dire, ça doit dépendre de beaucoup de choses, mais est-ce que vous avez des études pour dire à partir de tel prix de roulement et tel coût de la casse, c'est rentable? Alors, excellent. Parce que la question, c'est en ces termes qu'il faut se la poser. On ne va pas aller instrumenter. Tout le monde nous parle de maintenance 4.0. C'est dans l'air du temps, d'industrie 4.0, blablabla. Je vais vous le dire à ma façon. Je ne devrais pas le dire comme ça, mais je me mets à votre place. Je suis à votre place. Moi, ça m'est égal de la façon dont on appelle la maintenance. Et ça m'est égal ce qu'on fait. Et ça m'est même complètement égal la technologie ou le système qu'on me propose, que j'utilise. Le seul rôle de la maintenance, c'est d'éviter de la casse. Et de prévoir des changements de mode. Jusqu'à il n'y a pas si longtemps encore en France et en Europe, un technicien, un ingénieur de maintenance travaillait quand j'ai une casse, j'ai un rééquipement, je me retrousse les manches, je me mets de la graisse jusqu'au coude. J'interviens un jour, 2 jours, je vais chercher la pièce à l'aéroport qui me coûte un fric fou, ok, et je rends la machine. Aux États-Unis, quand vous faites ça une fois, le gars il perd son bonus pour la fin d'année, la deuxième fois il perd son poste. C'est too much de l'autre côté, mais c'est exactement ce qui se passe. La réponse à votre question, c'est deux choses. Et d'un, le coût de la minute, parce qu'il y a des industries où ça se chiffre en minutes, ou de l'heure d'arrêt de production, c'est le coût de l'équipement et le coût et la criticité de l'équipement qui casse. Et c'est la priorité que je donne, et je dirais les conséquences sur le reste de la logistique de l'usine et notamment de la chaîne de production. Si j'ai un équipement unique dans une ligne de production qui, s'il s'arrête, j'arrête cette ligne, j'en arrête 2 autres derrière, et que ça me coûte 3 000 €, j'en sais rien moi, ce que c'est le cas hein, dans l'industrie automobile, on a des chiffres, si vous voulez, où la minute d'arrêt, c'est entre 2 et 3 000 €. C'est plus de 2 000 €. Et là, oui, il y a des forts costs partout, il y a des centaines et des milliers de capteurs instrumentés, oui. Maintenant, si j'ai un rouleau qui transporte mes cartons même si c'est du cognac ou du champagne en bout de ligne, parce que le gars il vient les prendre avec le transpalette pour les mettre sur le camion, même si j'ai un roulement qui se grippe, ça ne change pas la face du monde. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, nous, là-dessus, on n'est pas... C'est pour ça que j'ai commencé par la partie manuelle. Il faut être pragmatique et adapter les moyens aux besoins, quoi, et la méthode aux besoins. Je vous donne un peu une réponse de Normand, mais il n'y a pas de... J'espère qu'il n'y a pas de Normand ici, mais... Il faut vraiment adapter. Et il ne faut pas aller je pense. Il faut vraiment faire l'étude avant de mettre en place. Quoi. Ouais. Je peux vous... Allez, pour vous l'illustrer, parce que vous aimez bien les exemples. L'industrie automobile, particulièrement, la pharmacie, ce genre d'industrie où déjà il y a des moyens, il y a des budgets, parce que tout ça c'est bien beau, mais il faut le mettre en place.
il faut former les gens, il faut le suivre. Voilà, une fois que c'est en place, ok, mais il y a un petit investissement au départ quand même. Mais ce type d'industrie où il y a des budgets et où le coût du produit ou le coût de la minute d'arrêt de prod est cher, ils ne réfléchissent pas 2 heures. Franchement, hein, ça paye peut-être un an pour aller les voir faire des démos patati patata. En fin d'année, ils vous commandent 20 et ils mettent 1000 encore, je dis un exemple. Mais après, voilà. Après, ça, c'est la grosse industrie. Pour des industries peut-être moins contraignantes, vous pouvez avoir 1 ou 2 forecasts comme ça sur des équipements critiques. Parce que celui-là, s'il s'arrête, je casse tout, j'arrête tout. Et que ça me coûte moins cher de mettre ça. Ça ne vaut pas non plus, c'est moins cher qu'un vibratoire, ça. Et il faut moins de compétences pour l'exploiter. C'est ça l'intérêt. Mais ça vaut peut-être le coup, à ce moment-là, ça, si vous voulez, on le calcule au cas par cas. Alors, moi, j'ai... s'il fonctionne. Oui, effectivement, donc j'avais la même question par rapport à la variation de vitesse. Je voulais savoir s'il pouvait fonctionner aussi en événementiel, c'est-à-dire que sur certaines machines, on a des fois des coûts, et avoir, je veux dire, la possibilité de remonter cette information sur de l'événementiel, parce qu'on sait que des coûts sur certains axes, sur voilà, des événements extérieurs, peuvent générer des pannes par la suite. Si on connaît la période d'apparition de cet événement, ou, sans en connaître forcément la période, mais les plages sur lesquelles cet événement va apparaître, on fait l'intérêt du forecast, c'est qu'avec je vous ai passé rapidement toutes les fonctionnalités. Je ne voulais pas que cette présentation devienne une formation du logiciel avec les différentes fonctionnalités, ce n'est pas le but. Mais l'intérêt de ça, c'est que même sur le même forecast, hein, vous connectez 4 capteurs et vous avez, je ne sais pas moi, 2 capteurs connectés sur une partie d'équipement qui a tel type d'événement qui apparaissent tous les temps ou sur ces plages-là, et les 2 autres sur autre chose, vous paramétrez ce que vous voulez là-dedans, sur les périodes d'acquisition et sur les niveaux d'alarme. Je ne sais pas si je suis clair. Vous pouvez, alors, sachant que, pour finir de vous répondre, qui peut le plus, peut le moins, on peut lui faire enregistrer autant de données qu'on veut. Je serais bien plus à l'aise, c'est comme le coiffeur. S'il ne me coupe pas les cheveux, s'il me laisse les cheveux, il est toujours à temps de raccourcir. S'il me les coupe d'entrée court, il ne va pas pouvoir les rajouter. Des données, je peux en acquérir autant que je veux. Si j'en ai la moitié ou les 3/4 ou les 90% qui ne me servent à rien, je change les fréquences. Vous voyez ce que je veux dire? Et en plus, vous apprenez, comme le disait tout à l'heure mon collègue, le mode de fonctionnement, c'est de l'intelligence artificielle quelque part. Vous apprenez la façon liée à vos événements ou pas, dont se comportent vos machines. Je ne sais pas si je réponds. Oui, je pense que c'est un capteur dédié que vous mettriez en place pour mesurer des impacts sur une machine. Ou dédié, ou dédié, oui, il y a ça aussi. Ou le capteur qui va vous suivre la machine tournante en question, selon les événements, on va rapprocher les niveaux d'acquisition. Et là, l'événement, en plus, vous allez le voir. Comment vous... J'ai pris un cas général, là, si vous voulez. Oui, là, c'est de la découverte, hein, donc effectivement. Ok, et ensuite, est-ce qu'avec ce type de capteur, on peut voir les problèmes d'alignement? Bon, je vois graissage, tous les problèmes qu'on peut rencontrer et qui sont détectés par l'analyse vibratoire. Excellent. Je ne voulais pas m'embarquer là-dedans par rapport au temps, mais je vais vous répondre quand même. Alors, imaginons que sur un palier lambda, vous soyez à un moment donné en alarme. Et que quand vous êtes en alarme, à partir, peu importe du niveau, que ce soit l'après-alarme ou l'alarme, vous dites à l'appareil, soit en manuel avec notre appareil manuel, soit au forecast, piloté par logiciel, vous lui dites, quand tu dépasses je sais pas moi, 20 décibels, je dis n'importe quoi, viens m'enregistrer la forme d'onde, je dis bien la forme d'onde ultrasonore, qu'a généré ce palier. C'est-à-dire que ces 20 décibels, là où ces 25 décibels qui sont en alarme, c'est quoi la forme d'onde? C'est quoi la signature sonore du palier? Est-ce qu'il est lisse, comme ce que j'ai écouté, ou est-ce que... Il vient vous faire ça automatiquement, d'accord? Tout ça, vous l'exportez là-dedans, et vous voyez, cet écran, ce n'est pas le même que celui-là. On vous donne un deuxième logiciel qui va permettre de lire et d'exploiter ces formes d'ondes en vue temporelle et en vue FFT, et qui, dans la partie FFT, a comme analyse vibratoire un calculateur de roulement intégré.
C'est-à-dire que il faut que je connaisse la vitesse de rotation et le nombre d'éléments billes ou galets dans ce palier-là. De là, il va me calculer d'un clic de souris les fréquences propres de chacune des parties. Et si réellement j'ai un défaut dans mon palier, les fréquences d'apparition de mes défauts vont ressembler à la fréquence de la partie qui est un défaut. Bille extérieure, bague extérieure, bague intérieure, bille, pour faire simple. D'accord? Donc déjà là, je vais confirmer que c'est bien un défaut sur le roulement en question, que ce n'est pas autre chose. Et d'autre part, quelle est la partie de ce roulement qui souffre, qui génère ça? Là, il y a 3 cas de figure. En gros, pour schématiser. Soit l'usure, oui, ça peut arriver, parce qu'il y a toujours une partie au bout d'un certain moment, quand j'arrive dans ma période haute là, de ma courbe en baignoire, oui, j'ai une partie, nous on a toujours, je sais pas moi, le cœur, le foie, je sais pas quoi, on a une partie plus faible que les autres. D'accord? Donc ça peut être ça. Soit un mauvais montage, d'accord? Soit un mauvais dimensionnement, soit un élément extérieur qui est venu générer ça. L'élément extérieur, il est assez facile à identifier. Alignement, balourd, tout ce que je veux. Pourquoi? Parce qu'associé à ça, j'ai ceci. Et si j'ai un suivi parfait et que du jour au lendemain, je m'envoie en l'air avec, comme par hasard, un spectre bien établi du défaut de mon roulement, si vous voulez, je ne sais pas moi, la bague extérieure, je dis n'importe quoi, d'accord? Je vais faire le lien entre ce qui se passe réellement dans le roulement, quelle est la partie qui souffre, et la disposition, la configuration de ma chaîne cinématique. D'accord? Ça, c'est une chose. Deuxièmement, donc ça me permet de faire ça. Une fois que je sais ça, je vais avoir trié les variables. Ça ne m'empêche pas de mettre un coup d'alignement, de mettre un coup d'aligneur laser, par exemple, pour ne parler que de l'alignement, ou, c'est rare, mais ça peut arriver, si j'ai un système d'analyse vibratoire, de venir m'affranchir que ce n'est pas un balourd qui a généré ça. Ça, c'est dans. Mais une fois de plus, il faut pas. Je ne veux pas faire d'un. Je ne vais pas dire c'est un cas particulier, mais si vous voulez, quand vous avez un élément extérieur qui génère ça, vous avez un suivi qui n'est pas du tout comme ça. C'est-à-dire un suivi qui est à peu près propre et tout d'un coup qui. Enfin, qui n'est pas comme ça. En même temps, celui-là, il est volontairement. C'est un exemple. Mais si vous voulez, on finit de répondre à cette question par le spectre. D'accord? Alors, c'est là où arrive notre. J'y reviens. Hein. Je l'ai rajouté exprès, ce slide-là. Vraiment, je le mets sous les yeux parce que. Ouais, non. Alors, je précise là. C'est ça, c'est notre. On n'est pas, nous, une multinationale à avoir des. Par contre, je ne vais pas dire le peu, mais ce qu'on veut, si vous voulez, c'est 2 choses. Et d'un, que le client maximise l'utilisation parce qu'il y a beaucoup d'applications du système. Et de 2, que quand il trouve une défaillance, il ne se trouve pas comme une poule devant avec un couteau sans savoir quoi faire. Donc, tout client qui a acheté le matériel, qui a fait la formation, ça peut ne rien lui coûter puisqu'il y a la partie agrément de formation, a droit à 2 choses. C'est autant de licences qu'il veut des 2 logiciels, que ce soit pour le système manuel ou le système automatique, et tout notre support. Et c'est la raison de la présence de mon collègue ici. Et c'est la personne qui fait la formation, qui, vous avez son mail, son numéro de téléphone. Ce qui est sympa, c'est que tout ce que vous mesurez avec ça, vous l'enregistrez. Un mail, vous l'envoyez. Alors là, on a même innové. Ce qu'on faisait avant, ça n'arrive pas, soyons clairs, hein, il n'y a pas un palier que je ne sais pas analyser ou un défaut électrique, parce que c'est les 2 applis où il y a de l'analyse à faire, tous les jours. Mais ce qu'on faisait avant, quand du temps où moi je faisais les 2, je faisais un mail, je répondais, je faisais en fait typiquement ce que je faisais. Allez, je vous remets ça. Je mettais hop. J'avais le son du client, je mettais ça sur mon logiciel, je voyais en temps en mouvement les différents pics, les fréquences, blablabla, un coup d'œil, quand vous en avez l'habitude, je savais ce que c'était. Je lui mettais ça sur un mail, je renvoyais. À part que là, vous lui donnez du poisson, mais vous ne l'apprenez pas à pêcher. Donc ce qu'on fait maintenant, la première des choses qu'on fait, on le regarde ça, et avant de renvoyer quoi que ce soit, on prend le téléphone, si c'est la personne qu'on a formée, si c'est quelqu'un qu'on n'a pas formé, bon, on ne va pas refaire la formation complète par téléphone, on prend le téléphone, on l'appelle et on lui demande qu'est-ce que tu as mesuré, où, comment. Comme à l'école, les réponses sont dans l'énoncé. Parce que ça, c'est un exercice de formation, si vous voulez. Déjà, à nous, ça nous fait des cas, on est friand de cas, il n'y en a pas un tous les jours malheureusement, mais on est friand de cas spéciaux. Ça,
argumente notre base de données, si vous voulez, quoi, de défaillance et tout ça. Et en plus, on finit de former le gars. Et l'analyse, oui, on l'a lui fait. Il y aura toujours la conclusion, mais on l'a fait avec lui, en fait. On l'a lui fait faire, si vous voulez. Si c'est quelqu'un qui a suivi la formation. Très bien. Bon, en parlant de conclusion, je pense En parlant de conclusion. c'est le moment de conclure, à moins qu'il y ait quand même une dernière question, si jamais je sens que c'est un sujet qui suscite pas mal d'interrogations et pour cause. N'hésitez pas en tout cas, je pense qu'il y a pas mal de contacts et autres. Moi, si je peux, en devenant extérieur à ça, j'ai été responsable de maintenance pendant 9 ans. Le nerf de la guerre, quand vous avez un équipement, un parc d'équipements à maintenir, c'est votre question. C'est-à-dire, aujourd'hui, j'ai un état des lieux. Combien de temps ça va durer? Je veux dormir sur mes deux oreilles. Je veux pas, et bien sûr, ça arrive toujours le week-end ou pendant les vacances ou tout ça. Je veux pas que le vendredi soir, il y en a un qui m'appelle en me disant j'ai tel équipement arrêté, branlement de combat. Là, c'est vraiment le truc, c'est d'éviter ça. Ça, c'est la première, c'est l'objectif. La deuxième des choses, pour éviter ça, j'ai deux solutions. Soit je mets une usine en glace en place où il me faut X compétences. Et mon boulot, c'est pas de faire ça. Mon boulot, c'est de produire ce que j'ai à produire. Si je suis Renault, c'est de produire des voitures. Si je suis Yoplait, c'est de produire des yaourts, quoi. Peu importe. C'est que j'ai en place une solution qui me permette, moi, petit utilisateur, parce que je suis utilisateur de mes équipements, je ne suis pas spécialiste de roulement, ni blablabla, je les connais, d'accord, parce que j'utilise, mais qui me permettent, moi, petit utilisateur in situ, de faire un diagnostic et de conclure. Et d'avoir des gens sur qui je peux compter qui m'accompagnent. Voilà le nerf de la... Les Américains sont pragmatiques. Là-dessus, la grosse techno, par des lobbying, par des choses, c'est l'analyse vibratoire, oui. Mais il y a deux choses, elle est plus chère que ça, elle est plus compliquée. Et, comment dire, malheureusement, vu les caractéristiques, pour le même palier, les mêmes mesures, je vais donner ça à 3 personnes qui vont faire des analyses, je vais avoir 3 résultats différents. Moi qui ne suis pas spécialiste et qui est pourtant le parc de machines à maintenir, comment je me positionne avec ça? Sans parler des faibles vitesses de rotation et du graissage. Parce que ce que je ne voulais pas dire aussi, c'est que quand on dit cette première alarme-là, dans notre petit jargon, on l'appelle, oui, pré-alarme, alarme de graissage. Et c'est elle qui nous dit, dans les paliers graissés, dans les paliers pas graissés, c'est juste une pré-alarme. Mais si vous voulez, domaine de lubrification. Si j'arrive à détecter, à prendre une aspirine quand j'ai 39 de fièvre, je vais éviter les 39,5, 40 et de me retrouver allongé pendant 2 jours, quoi, ou 1 semaine. Et c'est ça, ici. Et si je fais ça correctement, rien qu'en faisant ça, je vais m'éviter 80 ou 90% de ces points-là, c'est eux qui me cassent le vendredi soir quand je pars en week-end. Et c'est ça que moi, en tant que responsable maintenant, je vais éviter. Rien d'autre. Et autre chose, compartimenter. Parce que le gars qui vous fait de la maintenance, maintenant, il y a des gens, on demande tout à tout le monde de tout faire en même temps. Le gars, il faut qu'il soit électricien, il faut qu'il soit mécanicien, il faut qu'il connaisse l'hydraulique. S'il n'y a pas un truc simple, à un moment donné, factuel, sur lequel il peut se positionner pour décider, il faut qu'il ait fait une thèse dans chaque domaine, quoi. Je m'écoute parler avec mon accent toulousain, désolé, il est peut-être... Bon, voilà. Très bien. Bon, eh bien, écoutez, merci beaucoup pour ton intervention. Merci à vous pour votre attention et toutes vos questions. Ça, on vous l'envoie par mail.